Journal de l'abbé Munier, 1880, 7 mars. Pauvre vie que celle du vicaire. Pauvre être renfermé dans une sacristie entre des chandeliers éteints et des bureaux ouverts. L'église est belle quand, dans ses 5 nefs, la foule pieuse voit circuler à travers l'encens et les cantiques le cortège brodé et doré des aubes et des chasubles, des ostensoirs et des croix. Moins quand, au lendemain de ces pompes divinement bruyantes, le vicaire, dépouillé de ses ornements de la veille et réduit à son triste habit noir, est condamné pendant des heures entières à recueillir les propos des gens d'église, à respirer un air maussade, à méditer d'un esprit lent et d'une imagination terne le prône banal du dimanche à venir, où les divinaisons mortes d'un catéchisme prochain. Oh, comme l'idéal est absent, fugitif, proscrit. Oui, je veux le dire, sur ce papier discret que j'initie à mes plus intimes pensées et que je déplore avec une indicible amertume, c'est que le clergé actuel a fait un pacte avec la vulgarité, avec l'étroitesse, avec la négation de tout ce qu'il y a de vraiment idéal et beau. Il a chassé la poésie de son cœur, de ses lèvres, de ses jugements, de sa vie. Oh, je suis plus que jamais désolé de l'incroyable rupture qui s'est faite entre les républicains intelligents et nous. Pourquoi n'avons-nous pas tenté de nous rapprocher de ces hommes si admirablement doués qui se déclarent aujourd'hui par la parole ou par la plume nos irréconciliables ennemis? Depuis 80 ans, surtout, tout prêtre français conjugue à tous les temps et à tous les modes le verbe souffrir. On ne lui ouvre aucun horizon qu'il puisse fixer de ses regards éblouis et ravis. On le laisse seul, avec ses abstractions mystiques, ses souvenirs de séminaire, ses impuissances présentes, ses incapacités dérobées. 2 mai. Je suis toujours profondément triste. Mon ambition voit à regret s'écouler les jours vides de succès, sans espérance aucune. Et puis, toutes les difficultés religieuses de l'heure
me présente et me saisissent extraordinairement. Non. Nous ne savons pas prêcher la religion. Nous l'avons défigurée dans nos paroles et dans nos actes. Il y a dans l'Église, il n'y a dans l'Église que les sacristains qui ont maintenant le droit de faire resplendir le beau. Ils allument les cierges immaculés, ils dressent harmonieusement les vases de fleurs, ils remplissent les cassolettes d'encens, ils font reluire l'or des tabernacles, ils manient tout le jour les chasubles dorées et les calices précieux. Pendant ce temps, le prêtre, dans sa stalle, murmure des paroles dont il ne veut pas entendre la sublime signification, ou jette du haut de la chair des paroles qui sont sans écho. 27 mai. Journée bien remplie pour moi. À 2 heures, j'étais à Ville-d'Avray, assistant au bord de l'étang à l'inauguration du monument dressé à Corot. Pressé dans le profanum vulgus, entre les modestes blouses bleues, j'enviais ceux qui avaient place, errant sous la tente dressée à cet effet, et dont les franges bleues et rouges s'envolaient au vent. Et puis, le cœur serré, je me disais aussi intérieurement, pauvre vicaire, que je suis, qu'est-ce que je fais là? J'ai quitté un office avant la fin pour assister à cette fête toute profane. Est-ce que Corot et la moderne école du paysage sont entrés dans la théologie? Nous, prêtres, notre clergé, nous, Église, nous sommes bien en dehors de tout. Ce qui se fait dans la société de littéraire, de poétique et d'artistique. Autrefois, les peintres et les sculpteurs invoquaient le patronage des cardinaux et des papes. Aujourd'hui, quel est l'évêque? Quel est le prêtre qui patronne ouvertement, publiquement, officiellement les beaux-arts? Je crois avoir fait acte de vrai libéralisme en m'associant à cette fête de Ville-d'Avray, par ma simple présence. Je voudrais qu'on pût voir maintes soutanes à toutes les manifestations de la littérature et des arts. 29 juin. Je viens d'assister au dernier salut des pères jésuites de la rue de Sèvres. Église comble, la cour intérieure qui précède la chapelle pleine, les trottoirs de la rue de Sèvres en face du square garni de curieux. Les voitures du faubourg Saint-Germain étaient là. Il y avait, m'a-t-on dit, à la loge, un registre où l'on s'inscrivait en foule.
Les hommes entraient et sortaient. Honneur au père. Il est odieux que ce soit pendant la même semaine où l'on discute l'amnistie que les décrets du 29 mars soient appliqués. C'est pendant la nuit que les agents du gouvernement vont, dit-on, notifier au père résident leur expulsion officielle. Monsieur Ferry, Monsieur Cazot, Fraissinet, Grévy ont assumé sur leur tête de politique une responsabilité qui les écrasera. Je le souhaite. 13 juillet. Aujourd'hui, ou plutôt ce soir, veille du 14 juillet, c'est-à-dire de la grande fête nationale qui sera la fête du drapeau de la République française et aussi de l'amnistie, je suis sorti pour voir quelques préparatifs de la fête. Ils sont inouïs. Cordons de verdure, arc de triomphe, tout ce que l'imagination populaire peut rêver. J'entends depuis des heures les pétards faire explosion. C'est un bruit assourdissant. Je crois entendre les mitrailleuses des Versaillais et des communards ensemble. Tout à l'heure, la Marseillaise a été chantée, jouée aux applaudissements du public. Ce chant impressionne comme l'écho d'une révolution. Pourquoi a-t-on choisi le 14 juillet? C'est à cause de l'anniversaire de la prise de la Bastille. 1789 et 1880 fraternisent. Les années ont beau s'accumuler, les souvenirs de la forteresse détruite demeurent. Le peuple des faubourgs connaît cette page de l'histoire de France, s'il en ignore toutes les autres, comme il est vrai de dire que la Révolution française dure toujours. 14 juillet. J'ai assisté à la fête du mieux que j'ai pu, et en laïque, indescriptible délire. D'ici où j'écris, c'est-à-dire du 3e de ma rue Bailly, et à 11 heures passées, j'entends des rumeurs de foule accompagnées de pétards retentissants. Une fête se compose de bruit, de cris, de mouvements, de feu. À ce compte, celle d'aujourd'hui est complète et historique. Le peuple de Paris est insatiable de feux de Bengale dans les feuillages, de lanternes, de lampions éclairés, de feux d'artifice qui s'étaient en 1000 teintes vives et précieuses, comme des magnifiques queues de paon. Il est insatiable de statues dressées, de guirlandes de gaz, de lumière sous toutes leurs formes, lumière
dans les globes blancs, rouges, lumière de la cime des monuments présentant l'aspect de lignes légèrement frémissantes. J'ai vu ainsi nombre de monuments éclairés superbement ce soir. La bourse, l'opéra, le pavillon de Flore, l'Institut, la place de la Concorde éclairée, guirlandes de feux de gaz se reliant les uns aux autres, c'est là les points particulièrement éblouissants de la lumière électrique. La cathédrale Notre-Dame était constellée de feux électriques qui faisaient saillir ces statues des rois, et ces balustrades et ces roses et les faisceaux de drapeaux qui l'ornaient par endroits, d'une manière vraiment royale. Le drapeau tricolore s'harmonise bien avec les sculptures du Moyen-Âge. Les bons vieux rois avaient un air penché, discret, dans leur galerie de la façade. Ils semblaient se dire « Est-ce que le président Grévy nous effacera tous par la splendeur des fêtes qu'il vient de donner au peuple républicain de Paris ?» Notre-Dame, sauver la République française. Les pétards jaillissent impétueux, imprévus, avec des sifflements courts suivis de détonations. C'est dans les rues populeuses comme la rue du Faubourg Saint-Denis, près de la Porte, et dans ma rue Saint-Martin, que je les ai vus et entendus produire le plus surprenant fracas à travers la foule admiratrice des trottoirs et de la chaussée. Des étoiles filantes qui couronnent leur chute par une détonation. Tels sont ces singuliers engins de réjouissance publique. Parfois, l'air en est tout à la fois éclairé et obscurci. Il y a des brumes de poudre. De jour, j'ai été au château d'eau, place de la République. Là se dresse l'immense statue de la République, la femme forte de 1880 qui tient à la main je ne sais quel rameau d'or. Les grandes dates de la Révolution étaient inscrites sur des poteaux ornementés et dressés ad hoc. Place Voltaire, j'ai admiré la statue de Ledru-Rollin à l'attitude inspirée. À Ledru-Rollin, le suffrage universel. Tout près, sous une petite tente en plein gazon, on pouvait admirer un modèle de la forteresse de la Bastille taillée dans le monument, détruit en 1789. On se pressait pour voir, et le peuple devait se livrer à des interprétations plus ou moins fautives au point de vue de l'histoire. J'ai descendu la rue de la Roquette jusqu'à la Bastille. La rue était celle qui y donnait, était splendidement ornée de drapeaux de feuillage, de lanternes préparées. Les fenêtres des pauvres avaient cet ornement symbolique, le drapeau aux 3 couleurs. Les faubourgs les plus laids, les plus sales de Paris
avait aujourd'hui un poétique costume teint aux couleurs du pays. 6 septembre. J'ai fait la semaine dernière ma retraite à Saint-Sulpice. Le cardinal Guibert et son coadjuteur, monseigneur Richard, ont parlé tour à tour. Pas une idée hardie ne sortira de cette hiérarchie pressée. Et je crois décidément fermé à toute idée nouvelle. On ne pense plus. On n'imagine plus. On revient à tout bout de champ sur la vie intérieure que nous devons pratiquer sans oser dire que la vie de prêtre aujourd'hui doit se répandre et dominer partout si elle veut être féconde. Les anciens s'écrieraient avec douleur « Les dieux s'en vont! Les dieux s'en vont !» C'est à nous de dire aujourd'hui les yeux pleins de larmes « Les hommes s'en vont! Les hommes s'en vont !» Mais les femmes nous restent et je vous assure qu'elles s'entendent admirablement à faire perdre au clergé vieux ou jeune le meilleur de son intelligence et de son temps. L'organisation et la réglementation officielle nous lient et nous tuent. On le voit dans le sacerdoce, que l'administration des sacrements, les exercices de piété, oraison et lecture spirituelle, la régularité extérieure. Le prêtre séculier n'est-il qu'un religieux absorbé dans sa propre perfection? Le prêtre n'est-il pas plutôt l'homme de la relation par excellence? Rien pour le travail, rien pour l'étude. Tout le côté intellectuel est passé sous silence. Il n'en a pas fait mention. Il n'en est pas fait mention. Et cela à une époque et dans un siècle où les hommes de parole et de plume conduisent évidemment le monde. Et pas un des curés qui écoutaient nos prélats dans leur stalle n'aura assez d'initiative pour se demander si la direction imprimée est la bonne, s'il n'y en aurait point une préférable. Tous de courber le front et la conscience. Tas de roseaux mobiles. Pas un chêne. Je voudrais que le clergé qui a du sang dans les veines se donnât rendez-vous dans la cour de l'archevêché, rue de Grenelle, et se mit à crier sous les fenêtres de nos vénérables pasteurs: liberté, liberté de faire le bien de toutes les manières. Donnez-nous carte blanche. S'il faut déposer la soutane pour agir plus efficacement dans nos faubourgs, accordez-nous toute permission.
5 novembre. J'ai passé quelques heures à stationner sur le trottoir de la rue du Regard, en face du couvent des oratoriens, qui devait être crocheté, et qui ne l'a pas été. L'ignoble besogne a été remise, probablement, à demain matin. Monsieur Constance a fait coïncider la visite de ses agents avec le lever du jour. Aurore et nuit se croisent. Il y avait par moments de vrais attroupements que les gardiens de la paix ne tardèrent pas à dissiper. En vain, car il se reformait bientôt. On entrait sous les portes cochères. On se bousculait à l'arrivée des gardiens de la paix. On échangeait là, sur le trottoir, ou sur la chaussée, des dialogues des plus curieux. La porte de l'oratoire était bien et dûment fermée. À 2 fenêtres, assez petites, les pères se montraient par instants avec des laïcs, jeunes gens venus pour servir de témoins aux oratoriens. Plusieurs d'entre eux se dressaient jusque sur le toit. Les pères faisaient descendre leurs lettres par la fenêtre, service de poste primitif. Les agents ne sont pas venus. J'en ai été quitte pour me refroidir les pieds, pour fatiguer mes yeux, pour causer à l'un et à l'autre. Voilà que l'exécution des décrets s'achemine à la fin. Tout sera fini demain ou plus tard. 6 novembre. J'ai été aujourd'hui par la brume voir les portes fracturées des dominicains de la rue Jean de Beauvais et des maristes de la rue de Vaugirard. J'ai, comme saint Thomas, mis la main sur les plaies vives, fortes en taille. La hache du gouvernement a bien manœuvré. La commune de 1871 et la République de 1880 ont plus d'un trait de parenté. La seconde fait avec des décrets ce que la première osait avec des fusils. Mais la commune n'était qu'une exception, une ville en délire. La République est le gouvernement de tous. Les ordres ne partent plus de l'hôtel de ville, cerné de barricades, mais du palais de l'Élysée et des champs